Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Nathan Gilbert, je suis avec mon camarade Rodrigue Branché-Fauvet. On est membre du Lab Jeune de France Supply Chain et on a le plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre podcast d'Aspiration à Inspiration. Le but de cet échange est de retracer le parcours inspirant d'un supply chain manager qui nous raconte un peu ses expériences et ses principaux enseignements. Donc on a le plaisir aujourd'hui de recevoir Laurence Papeille. Bonjour Laurence. Bonjour. Donc vous êtes directrice Supply Chain France de Raja. Raja qui est le leader européen de la distribution d'emballage, de fournitures et d'équipements pour le compte des entreprises. Donc vous avez un réseau d'environ 2 millions de clients en Europe, toute taille d'entreprise et de secteur. Donc vous avez un parcours qui est exclusivement en supply chain, avec notamment des expériences à l'étranger, notamment aux États-Unis. Donc on reviendra sur ce point un peu plus tard. Et vous êtes depuis peu membre du conseil d'administration de France Supply Chain. Donc merci d'avoir accepté notre invitation, c'était un plaisir de vous recevoir. Et si on veut commencer dès maintenant, la première question, comment allez-vous ? Très bien, merci. Et vous ? Tout va très bien, c'est un vrai plaisir de vous recevoir pour ce grand moment d'échange et j'espère que ce moment plaira à tous nos internautes et auditeurs qui nous écouteront. Merci de me recevoir et d'avoir cette opportunité de partage. Merci à vous en tout cas d'être là. Ma première question elle va concerner votre parcours. Comme l'a dit Nathan, vous avez eu un parcours exclusivement en supply chain. On aimerait revenir un petit peu plus sur le parcours académique et aussi le déclic qui vous a fait rentrer dans la supply chain. Est-ce que c'était quelque chose d'inné, une rencontre, une passion ? D'où ça vient ? D'accord. Donc à la genèse. Alors, comment je suis tombée dans la supply chain ? Bien très clairement, très simplement, on m'y a poussé. C'était pas particulièrement un choix déterminé dès le départ. Dans le cadre d'une entrée en école de commerce, tout simplement, test d'aptitude, avec donc cette possibilité de 3 piliers potentiels, commerce, marketing, finance, comptabilité ou supply chain, à l'époque plutôt mentionné commerce international. Et en fait, ce test d'aptitude a démontré que il était plus pertinent pour moi de partir sur une carrière de supply chain. Donc je me suis laissée guider et sur les conseils donc de cette école, des formateurs de cette école, et je pourrais les remercier aujourd'hui parce que c'était une très bonne recommandation. Et donc en termes de parcours, comment s'est construit votre parcours ? Vous avez parlé donc de votre école, vous êtes aujourd'hui directrice supply chain de Raja. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Comment tout ça s'est construit ? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes arrivé aujourd'hui à ce poste ? Alors, je vais volontairement pas trop rentrer dans les détails parce que c'est 30 ans de carrière quand même. Dans les grandes lignes. Voilà, et mon profil LinkedIn donne suffisamment d'étapes chronologiques. Simplement, c'est un parcours plutôt en 3 étapes clés que je voudrais partager et qui reflètent bien mon parcours. Donc, sortie d'école, je rentre dans l'industrie chimique, un secteur très structuré, très normé, donc beaucoup d'apprentissage, de connaissances techniques, d'acquisition de compétences, jusqu'au premier jalon qui est de j'arrête et je m'engage sur un master. Donc ce master, à l'origine, était évidemment pour donner un boost à ma carrière et ça m'a permis donc de rebondir, de repartir sur un autre dimensionnement de poste en fait. Et là, je rentre avec une belle opportunité dans l'industrie des produits de grande consommation, une belle entreprise internationale, en un contexte très favorable en phase d'acquisition successive. Donc un terrain de jeu, si je peux m'exprimer comme ça, très large, une opportunité de poste. Et là, je passe sur un périmètre européen, ce qui me permet là, de rentrer dans du multiculturel et puis d'avoir tout un tas de responsabilités qui soient très opérationnelles ou projets et d'ailleurs sur la fin beaucoup plus stratégiques. Voilà. Donc ça, c'était l'étape 1 qui m'a permis, à travers mon master, de faire ça. Ensuite, eh bien, au bout de 11 ans d'expérience, je pars aux États-Unis, ce dont vous exprimiez tout à l'heure. Donc là, c'est une nouvelle étape, une nouvelle décision aussi qui va me permettre également de passer à l'étape d'après, c'est-à-dire une fonction globale, un centre d'excellence qui se crée au sein de l'entreprise au siège américain, à Saint-Louis, précisément dans le Missouri. Et donc là, je décide de partir avec ma famille
Et là, c'est cette nouvelle étape qui me donne donc un positionnement encore plus intéressant en termes de périmètre, en termes justement de stratégie, de management de projet ou de sponsoring de projet, et puis surtout un enjeu très intéressant de standardiser, de rationaliser au niveau global. Et là, le multiculturel de l'étape d'avant passe aussi à une dimension beaucoup plus importante. Voilà, pour les 2 premiers grands jalons. Et le dernier, c'est tout simplement, je rentre des États-Unis en France. Et là, je m'engage sur des secteurs à nouveau différents et complémentaires. Donc le premier, dans le e-commerce. Et aujourd'hui, à la question de comment je suis arrivée chez Raja et quel a été tout le déroulement, pour moi, l'opportunité chez Raja, c'est de continuer en fait à apporter une complémentarité dans mes expériences. Et là, je rentre dans un schéma où la logistique est complètement internalisée. Ce qui est complètement différent en termes d'enjeux que ceux d'avant que j'avais, qui étaient plutôt de la négociation, de la rationalisation de contrats et des schémas de distribution à négocier avec des prestataires. Donc là, je rentre chez Raja avec une équipe de plus de 250 personnes, parce que cette logistique est internalisée, et je rentre sur des enjeux nouveaux également, donc RSE évidemment, innovation, digitalisation, automatisation. Voilà. Un parcours très impressionnant, mais j'ai noté 2 petits points où j'aimerais approfondir un petit peu la discussion. Notamment, vous avez parlé à un moment du coup que vous avez fait un master qui vous a permis d'accéder à de nouveaux postes. C'est une question qu'on se pose souvent en tant qu'étudiant et que des jeunes étudiants nous posent souvent, c'est est-ce qu'il faut pousser jusqu'au master? Est-ce que le diplôme est important après pour pouvoir se développer? Ou est-ce que, un peu comme à l'époque de nos parents, des fois on peut faire une carrière même sans avoir le bac en supply chain? Et je vais avoir une deuxième question, là sur les États-Unis. Vous êtes parti aux États-Unis avec votre famille. Nous, des échos qu'on a souvent, c'est nous dire partez le plus tôt possible parce que justement la vie de famille peut bloquer ça. Est-ce que ça a été un frein pour vous? Comment ça s'est passé cette expatriation et comment cette expérience aux États-Unis vous a enrichi? D'accord. Alors, je vais commencer par la première question. Donc, si je résume, qui est de quelle est la nécessité d'un master, quelle est la valeur ajoutée d'un master versus un non-master. La réponse n'est pas évidente parce qu'il n'y en a pas qu'une. Donc, si je reviens sur mon parcours, très clairement, le pourquoi d'intégrer un master à 33 ans alors que j'avais 3 enfants en bas âge, c'est parce que pour donner ce boost à ma carrière, la plupart des recruteurs me disaient que c'était une nécessité. Donc, nécessité plus l'envie de le faire. Allez, je me suis lancée, tout simplement. Après, et c'est toute la richesse en fait de ce genre d'initiative. Donc en parallèle, je suis en discussion avec mon ancien patron, que je pourrais presque qualifier de mentor aujourd'hui, et qui me dit « Laurence, j'ai un job que je trouverais très bien pour toi, que je n'arrive pas à créer. » au sein de l'entreprise, parce que l'entreprise américaine, ils ne sont pas encore tellement convaincus. Écoute, ok, très bien, j'ai besoin d'une mission de fin de master. Si tu es d'accord, je te propose de faire une mission d'audit et selon les résultats, ça te donnera potentiellement un outil d'aide à la décision. Alors, peut-être pas pour toi, mais au moins pour convaincre ta hiérarchie. Donc, testons. Et en fait, effectivement, l'audit a révélé, parce que tout un modèle de distribution européen venait de se créer, donc il était au stade où il devait être perfectionné. Donc j'ai fait un certain nombre de recommandations de comment aller chercher plus d'efficacité, plus de qualité, plus de performance, etc. Et en fait, ça a beaucoup séduit. Et ça m'a permis derrière de rentrer donc dans ce groupe international comme je vous citais tout à l'heure. Alors,
l'ironie dans tout ça, c'est que cette personne qui m'a recrutée, donc qui a réussi du coup à convaincre, c'est un autodidacte pur. Voilà, donc je fais le lien avec votre question. C'est un autodidacte pur et lui, mon master ne l'intéressait pas du tout. Il achetait une personne, entre guillemets, une expérience. Donc voilà, c'est aussi parfois... on fait quelque chose dans un but et on en tire quelque chose d'autre qui peut même être encore plus surprenant. En fait. Donc, je dirais, pour répondre à la question, alors je suis normande, je vais faire une réponse de normande. Je pense qu'il n'y a pas de règle stricte. Il y a la voie royale, certes, le master, l'école d'ingénieur, etc. Je rentre dans un cabinet de consulting et comme ça, je travaille sur tout un tas de projets. Mais je dirais que ça enferme énormément tout le potentiel qui existe derrière ça. Très bien, très clair, merci beaucoup. On avait une autre question en termes de... J'ai pas répondu à la deuxième question, si vous permettez. Donc là encore, mais je vais peut-être beaucoup plus synthétiser. Ce départ aux US, effectivement, il s'est fait tardivement. Je dirais que tout dépend des limites que l'on veut se mettre. Alors si vous avez la possibilité de partir tôt, tant mieux, mais à chaque fois, tout le monde a son histoire. Les opportunités ne tombent pas toutes au même moment. Donc, à nouveau, pas de règles strictes et surtout ne pas rentrer dans le schéma de « Ah, je n'ai pas pu le faire à tel âge, je ne le ferai plus jamais ». Donc, je pense qu'il faut être dans cette dynamique de constamment avoir cette réflexion de qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que j'ai comme opportunité, quel choix je m'autorise. Alors évidemment, quand on n'est pas seul, on ne se l'autorise pas tout seul, on est bien d'accord. C'est plus compliqué, c'est voilà. sûr. Donc en termes de parcours, est-ce qu'il y a eu des moments un peu plus difficiles en termes professionnels où vous avez potentiellement regretté des choix, regretté des personnes avec qui vous êtes engagé, des échecs, on pourrait dire entre guillemets, et quelle a été votre réaction par rapport à cela? Qu'est-ce qu'ils vous ont appris? Est-ce que finalement c'était pas une bonne chose d'avoir fait ces mauvais choix puisqu'ils vous ont emmené sur une voie totalement différente sur laquelle vous seriez peut-être pas allé du premier coup? Effectivement, la question est pertinente. Alors, je dirais que ce qui a été intéressant, c'est qu'en fait, les plus grands choix qui ont jalonné mon parcours, que j'ai exprimé juste avant, en fait, ils venaient d'une situation difficile. Pourquoi je suis rentrée dans un master? Parce que dans l'industrie chimique, je vous donne là un petit peu plus de détails, mais sur ma dernière grossesse, en fait... il y a eu un plan social avec un transfert d'activité en dehors de France. Je rentre, on me propose un poste malgré ça, toujours au même endroit, et là je fais le choix de refuser parce qu'il ne me convient pas, et c'est là où je décide de rentrer en master. La même chose pour les États-Unis, restructuration. On me propose un poste aussi, toujours en France, je n'en veux pas non plus. Et là, on me propose donc quelque chose de beaucoup plus intéressant aux États-Unis. Tout ça pour dire que vous allez, à un moment donné de votre vie, vous retrouver dans des situations que vous avez le sentiment de subir, parce que c'est le cas. Et c'est le moment ou jamais d'avoir cette dynamique de réflexion de qu'est-ce que je veux dans l'étape d'après. Et donc de faire des choix conscients de ça pour vraiment se sentir derrière satisfait de son parcours tout simplement. Et avoir du plaisir à venir tous les jours au travail et avoir le sentiment, en tout cas... même si chacun a des besoins différents, mais en ce qui me concernait, c'était ce sentiment de pouvoir continuer à bâtir, à aller à la recherche de l'excellence, à définir des feuilles de route, etc. J'avais des points sur le plan professionnel que je voulais absolument réaliser, et je souhaitais aussi, en termes de culture d'entreprise, en termes d'évolution de vie personnelle, pouvoir continuer à me sentir bien globalement. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très important. Ne pas subir. C'est ça. On voit bien aussi que la question des choix est très importante dans la définition d'un parcours. Et si on prend un petit peu plus de hauteur et de recul,
pour nous qui sommes jeunes en début de carrière, il y a ces choix-là à faire, à s'orienter pour l'avenir. Et quand on regarde des parcours comme le vôtre qui sont très inspirants, on peut se demander, vous, à votre poste aujourd'hui, pour la personne qui vous succédera, qu'est-ce que vous aimeriez qu'elle ait fait, en quelque sorte? Qu'est-ce que vous allez rechercher chez un jeune talent qui peut vous succéder? Alors, à la première question, ou la première remarque en tout cas, clairement, il n'y a aucun choix définitif. Il n'y a pas de mauvais choix. Au pire, on est déçu. Et bien, l'important, c'est de rebondir. Alors, j'aime bien citer Churchill qui m'inspire beaucoup. Il dit « Le succès n'est pas final. L'échec n'est pas fatal. Le plus important, c'est le courage que l'on a derrière pour rebondir. » Et je pense que ça exprime très clairement un état d'esprit et une philosophie. Vous êtes jeune. Tenter des expériences basées sur, évidemment, qu'est-ce qui vous motive le plus. Dans votre parcours de master, vous avez étudié tout un tas de matières différentes. On a cette chance en supply chain, c'est que c'est très riche en termes de périmètre fonctionnel. Donc, il y a des fonctions qui sont plus basées sur la data, des fonctions qui sont plus opérationnelles, d'autres davantage sur des projets. Donc, vous avez certainement déjà des choses qui vous parlent plus que d'autres. Eh bien, rentrer dans un poste qui va correspondre à ces premiers besoins-là. Et je pense que ce qui est important aussi, c'est de regarder l'aspect culturel des entreprises. Vous avez un choix très large, de la petite PME jusqu'à la grosse multinationale, et puis des cultures différentes, parce que voilà, il y a un stéréotype, on va dire, de culture française, de culture américaine ou autre. Qu'est-ce que vous attendez sur ce plan-là dans une entreprise? Et vous ferez certainement des erreurs, comme tout le monde, des erreurs de choix. Eh bien, ça vous donnera l'opportunité de vous replacer, mais au moins, vous aurez acquis ce sentiment de voilà ce que je ne veux pas si vraiment il y a une erreur. Mais en général, de toute façon, le dynamisme et la réflexion constante fait qu'en général, on fait des choix qui nous correspondent la plupart du temps. Très bien. Et si vous aviez un conseil à donner à tous les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, un conseil qu'ils pourraient appliquer dès maintenant pour tout de suite prendre en main leur début de carrière et tout de suite se mettre dans une bonne dynamique, quels pourraient être ces conseils à leur donner ? Alors, c'est un peu difficile parce qu'à nouveau, en termes de personnalité, je ne voudrais pas donner un conseil qui ferme les opportunités. Et je dirais qu'au contraire, mon conseil, c'est d'être très ouvert aux opportunités, très clairement, et d'expérimenter, tout simplement. Et de se dire, voilà, quelle valeur je peux apporter à une entreprise, quel est mon domaine où vraiment je me sens très à l'aise, parce que vous allez bâtir sur du succès. C'est pas non plus définitif, ça peut être une première étape, un premier jalon. Je dirais, allez chercher quelque chose que vous estimez qui vous ressemble, à nouveau en termes d'attendu de poste, mais pas que. Mais c'est important parce que ça va vous permettre quand même d'acquérir des connaissances, de monter en compétences et de choisir un environnement qui vous convient, tout simplement. Il n'y a pas de parcours type au final en supply chain et justement il faut se laisser le choix de se découvrir en même temps et de voir ce qui peut nous plaire. Et Complètement. On voulait finir cette interview qui a été riche par un aspect qui nous semble un peu primordial. Vous êtes supply chain directeur France de Raja, mais vous êtes aussi une femme. C'est quelque chose qui est souvent très rare, on va le dire. Encore une fois, même si la supply chain tend à se féminiser et qui donne sa place aux femmes, notamment avec les travaux chez France Supply Chain qui sont riches là-dessus, on voulait avoir votre regard en tant que femme à ce poste-là en supply chain et aussi si vous avez des éléments et des conseils pour les jeunes femmes en début de carrière, comment s'orienter, comment se défendre dans ce monde-là. Alors, effectivement, la supply chain, je crois que c'est moins de 20% de femmes. Donc, c'est un constat. Mais ça, c'est le constat de départ. Ensuite, on sait que ça évolue énormément. Et c'est très bien parce qu'à nouveau, il y a tout un tas de palettes de métiers qui permettent aux femmes de s'épanouir complètement dans ces métiers-là.
même si à première vue, on a toujours l'impression que c'est pas très glamour, mais il y a de beaux enjeux, il y a de l'opérationnel, mais il y a aussi de la stratégie, il y a des modèles à développer, il y a beaucoup de valeurs en fait à apporter, et je pense qu'une femme, quelle que soit sa situation, peut trouver aussi quelque chose qui lui convient, être face aux prestataires pour négocier, ou être derrière un écran pour maximiser la partie demand supply planning. Ça peut être quelqu'un qui aime le terrain aussi et qui recherche à travailler sur le terrain. Donc il y a tout un tas à la fois et de métiers différents et de piliers fonctionnels aussi différents. Donc la femme a toute sa place, bien évidemment. En termes de conseils, je dirais tout simplement ne pas attendre de légitimité des autres. Souvent, la légitimité vient des autres. Et bien là, je pense que la femme, elle doit se l'auto-accorder cette légitimité pour déjà entériner cette barrière potentielle et ensuite eh bien, suivre par rapport à ses aspirations le type de métier et le parcours qui lui convient par rapport à sa situation familiale, personnelle, mais à nouveau dans cette logique de ne pas se mettre de barrières. Il y a toujours des solutions à des problèmes que l'on peut rencontrer. Il y a toujours des aménagements possibles, etc. Donc, mon conseil, c'est oser tout simplement. C'est un très bon conseil. Et d'ailleurs, on a fait un podcast avec Rodrigue sur les différents métiers de la supply chain, notamment le rôle des femmes dans ce secteur-là. Donc, si nos auditrices veulent aller se référer donc, sur le site France Supply Chain, ils pourront retrouver ce podcast. C'est maintenant l'heure de terminer cet entretien. Merci beaucoup pour ce moment de partage qui était très riche. On a pu échanger de plein de thématiques très intéressantes. C'était un vrai plaisir de vous recevoir et très bonne journée à vous. Merci beaucoup. À vous également.